C'est peut-être un grand talent d'être d'abord fan, puis ami, dessinateur attitré, confident de tous les instants. Olivier Coulon, bonjour. Vous êtes l'invité de Fais voir la bête, mais aussi l'une de ses figures, dans la mesure où c'est à vous que l'on doit le dessin du générique, qui n'est autre que mon portrait. J'aimerais que l'on retrace aujourd'hui votre parcours de dessinateur et de portraitiste, auteur d'affiches de concerts, de pochettes de disques. Et tout a commencé, je crois, par une petite bande dessinée offerte à France Gall. Racontez-nous. Bonjour Joseph. Oui, je devais avoir 19 ans. Mon frère et moi, nous étions montés à la capitale pour voir la bête. Donc nous étions allés voir France Gall à Bercy à cette époque-là. Ça devait être en 93. 93. Et comme des adolescents, comme des teenagers, on a couru après la voiture à la sortie du Palais Omnisport. On fait coucou, et là, le poster nous répond, fait coucou également, et nous regarde droit dans les yeux. C'est pour la première fois que, voilà, nos regards se sont croisés. Elle s'est animée, quoi. Exactement. C'est France Gall qui vous a vu. Tous les deux. Oui, mais qui sans doute a adressé ça de manière complètement s'en foutait. Enfin, elle a adressé ce regard aux gens qui étaient là comme ça dans la rue, mais nos regards se sont croisés. J'ai mis un temps à m'en remettre. Quand on a 19 ans, tout ça, ça prend des proportions énormes. J'ai mis un temps à m'en remettre et on a fait une petite bande dessinée un peu naïve, mais pour lui expliquer ça. Et on a été très surpris puisqu'on l'a suivi un petit peu en tournée à ce moment. Je faisais mes études à Angers. Elle passait à Angers, on allait la voir et on a pu être reçus en loge. Et en loge, elle a sorti de son portefeuille la petite bande dessinée en nous disant « Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais vous avez tapé dans le mille. » Je suis incapable de te dire ce que j'ai mangé hier soir. Par contre, je me souviens encore de ce moment-là, de chaque instant. Incroyable. Donc un coup de foudre. Oui, et puis parce qu'en plus, c'était quelqu'un de difficilement accessible. Donc il y avait un côté trophée. Ouais. On a pu la voir, on est resté, une bonne heure dans sa loge et discuté avec elle. Elle fait pas de dédicace, on est reparti avec une dédicace. Elle fait pas de photos, on est reparti avec 3 photos. Donc il y avait ce côté trophée et il y avait aussi, c'était la première fois que mon frère et moi nous pouvions avoir accès à quelqu'un qui nous avait fait rêver depuis qu'on était enfant. Il y avait ce côté-là. À partir de ce moment-là, j'ai envie de dire que tout est possible. Parce qu'à partir du moment où une idole nous dit oui, toutes les portes s'ouvrent. Il n'y a plus de limite après. Exactement. Et ça donne confiance en soi. À une période où c'est compliqué l'adolescence. Parce qu'on quitte l'enfance. Enfin, j'enfonce des portes ouvertes. Et pardon avec vous qui maîtrisez ça bien mieux que moi. Mais j'enfonce des portes ouvertes. C'est une période qui est compliquée où il faut accepter des changements. Il faut accepter... Oui, on ne supporte pas le ratage. Exactement. C'est difficile. Et là, quelqu'un qui incarne une sorte d'âge d'or, qui incarne quelque chose, une forme de perfection, te dit ce que tu as fait, c'est bien. Oui. Ah oui, là, ça donne des ailes. Alors, il se trouve qu'elle voulait nous faire travailler, ça n'a pas abouti puisque il y a eu une brouille avec Lionel Rodcach, qui était son manager à l'époque, et qui avait un peu confondu son portefeuille avec le portefeuille de la société que France Gall et Michel Berger avaient fondé. Donc, le projet est parti en même temps que Lionel Rodcach, mais ça nous a donné des ailes pour la suite. Ça nous a permis de comprendre plein de choses et ça nous a permis aussi de comprendre que, ah oui, donc on a quelque chose d'intéressant à proposer et on a quelque chose qui fait que France Gall garde cette bande dessinée dans son portefeuille et la montre à tout le monde. Donc oui, ça vaut le coup de continuer là-dessus, ça vaut le coup en tout cas d'aller proposer ce qu'on a à proposer. Alors vous avez continué avec pas n'importe qui, Annie Cordy. Oui. Annie Cordy, vous lui écrivez une lettre, vous la rencontrez sur le plateau de Studio Gabriel et vous lui montrez quelques-uns de vos dessins. Et là, une caricature. Et là, encore une amoureuse. Oui, alors, et Annie, ça vient rejoindre quelque chose, c'est qu'à 4 ans, mon frère et moi, on s'est arrêtés devant la télévision. Elle était une émission qui s'appelait Musique en tête. Superbe robe rose de danseuse de tango avec des plumes au bout, qui était en fait une robe qu'elle portait dans une comédie musicale. Et elle chantait Elle le Dolly. Bronzée, blonde, magnifique. Et dans la même émission, elle faisait aussi une chanson qui s'appelait Qui qu'en veut, où là, pour le coup, elle était beaucoup plus dans un registre comique. Comment ne pas tomber fou amoureux de cette femme qui était aussi
bonne dans ce registre de magnifique blonde rêvée avec cette robe qui exacerbait sa féminité et en même temps qui avait décidé de nous faire rire, de se taper sur la cuisse. On a décidé à cet âge-là que ce serait notre plus belle femme du monde. Après ma mère, bien sûr, maman, si tu m'entends. Et donc, quand on la rend... Pendant des années, on n'avait même pas idée qu'on pouvait lui écrire, qu'il pouvait y avoir un contact, puisqu'il y avait un écran entre nous, cet écran de télévision. Donc, toutes les choses étaient à leur place. Les artistes derrière leur écran de télévision, derrière leur pochette de disque, et nous à la maison, à faire ce qu'on avait à faire. Et c'est en arrivant à Paris, c'est seulement à 20 ans, que voilà, ça m'a tenté d'aller voir La Bête, là encore. Et là, ça a été un coup de foudre réciproque parce que... Une vraie famille, parce que vous avez entretenu des liens jusqu'au bout avec Annie Cordy qui nous a quittés il n'y a pas longtemps. Vous l'avez aimé. Ça allait au-delà. Passionnément, comme dirait Annie Girardot, éperdument, follement, douloureusement. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est encore très douloureux, c'est encore à vif, cette absence. D'autant plus qu'à ce moment-là, on avait perdu... je rappelle, Marc-Antoine, et vous, voilà, vous êtes deux frères jumeaux. Mon frère, ma bataille. Oui, mon frère et moi, donc, nous avons perdu notre père à peu près à ce moment-là. Et Annie nous a pris sous son aile, un peu comme une famille de cœur. Alors, les comparaisons, il faut toujours se méfier des comparaisons parce qu'il y a des limites. Mais un peu comme une sorte de famille de cœur, elle nous a pris là-dessus sous son aile, un peu comme des petits-enfants qu'elle n'aurait pas eu. Oui. Donc, il y a bien quelque chose d'une famille recomposée à la mort de votre père. Oui, complètement. Et avec une femme d'une générosité. Alors, il y a une générosité, oui, on sort son portefeuille, on peut être très généreux comme ça, mais il y a aussi d'autres formes de générosité. Et vous invitez régulièrement chez elle. Bien sûr. Et une écoute aussi, une écoute généreuse. C'était quelqu'un qui, de toute façon, tôt ou tard, au téléphone, quand on venait la voir, finissait par dire « Bon, d'accord, très bien, et toi, comment tu vas ?» C'est quelqu'un qui n'était pas dans la flagornerie, qui n'était pas... comme partout, comme toutes les personnalités, il y a dans l'entourage des valets de pied, des gens qui « Oh, ma chérie, tu es la plus belle ». Ça ne marchait pas avec Annie. Ça ne marchait pas parce qu'en plus, bon, ça va, c'est bon. Elle en a entendu d'autres. Alors, c'était quelqu'un aussi qui était très, très sensible au regard d'un homme amoureux sur elle. D'un homme amoureux, pas forcément d'un regard de fan, mais... qu'on voit la féminité chez elle. C'était quelque chose auquel elle était très, très, très sensible. Et je pense que mon frère et moi, on le lui montrait bien. Mais par contre, ce n'était pas quelqu'un qui cherchait le compliment. Mais qui, en revanche, s'intéressait véritablement. Alors, la contrepartie s'intéressant véritablement aux gens, c'est qu'elle pouvait être un peu cash dans la manière de donner son appréciation sur le travail des uns, sur le travail des autres, mais tout en disant, bah oui, mais si je m'en fiche, je te dis rien, alors que si justement ça m'intéresse, je te dis, ça, c'est pas bien. Avec Sheila, c'est plus compliqué, hein. Ça a été plus long. Ça a été plus long parce que je pense, alors ça c'est mon interprétation, peut-être qu'elle ne sera pas d'accord avec ça, mais je pense que c'est quelqu'un qui a été peut-être plus abîmé jeune dans sa relation aux autres parce qu'elle a été beaucoup exploitée et parce qu'il y a eu une folie. On ne se rend plus compte de la folie qu'il y a pu y avoir à partir de ses débuts en 63 où tout le monde lui courait après. Il y avait une sacrée rumeur aussi au lieu. Oui. Donc elle a été beaucoup abîmée par la foule, par tout ça. On disait que Sheila était un homme. Oui. Ouais. Ce qui est ahurissant. Quand on peine à croire que ça ait pu marcher. Mais ce qui montre bien que quand quelque chose est imprimé sur du papier, on devient bête parce que les gens se disent ah c'est imprimé. Attention, il y a une trace. Il n'y a pas de fumée sans feu, ce genre de conneries-là. Donc, qu'est-ce que vous voulez dire? Elle se laissait plus difficilement approcher parce qu'elle avait peur. Elle avait peur d'être utilisée. C'est quelqu'un qui a été justement beaucoup utilisé. Voilà, beaucoup utilisé et qui du coup met beaucoup plus de temps à permettre aux gens de rentrer, j'allais dire, dans son intimité. C'est beaucoup dire parce que je ne peux pas dire que je la connaisse comme je connaissais Annie. Voilà, on se connaît un peu, mais on n'est pas proche comme nous étions avec Annie. Même si Sheila a été très très proche, en tout cas très très présente au moment de la disparition d'Annie, très discrète dans les médias, mais très très présente, et c'est de manière assez élégante d'ailleurs. Mais je pense que voilà, ça s'est fait beaucoup plus tardivement, on la suivait depuis beaucoup plus longtemps, mais c'est venu là sur ces dernières années.
La grande absente, c'est Dalida, et vous me disiez justement que Dalida, elle était à votre lieu de naissance, dans votre ville de naissance, le jour de votre naissance, Exactement, précisément, et exactement. elle était à la télévision en duo avec Annie Cordy ce soir-là. Ah non, ça c'était Sheila qui était en duo avec Annie Cordy, Ah, enfin qui enregistrait. Le duo a été diffusé après, mais on a retrouvé le même jour. Donc le même jour, d'accord. Dalida se produit dans mon lieu de naissance, c'est la ville de Saint-Louis, en Alsace. Et le même jour, Annie et Sheila enregistrent le seul duo de leur vie. Voilà, on va dire que c'est un peu comme les... Oui, les- elle les- manque, quoi. C'est comme une Complètement. troisième sœur, quoi. C'est ça. Vous auriez aimé? Mais passionnément, passionnément. J'aurais adoré peut-être même un quart d'heure simplement. Simplement un quart d'heure pour voir, j'allais dire, lui dire des choses, non pouvoir l'écouter. Je suis plus intéressé parce que, voilà, ce qu'elle aurait pu... je ne sais pas de quoi on aurait parlé, mais j'aurais adoré... Et alors, Annie Cordy et Sheila s'aimaient. Est-ce qu'elles aimaient Dalida? Ah, je pense, oui, je pense. Je peux pas parler pour Sheila, mais Sheila en a suffisamment parlé. J'ai été témoin, en revanche, de l'émotion d'Annie chaque fois qu'on évoquait, qu'on évoquait Dalida. Et c'était, Annie n'aimait pas écouter ses propres chansons à elle. Elle aimait écouter, voilà, certaines chansons, mais ce qu'elle aimait bien écouter le soir sur sa terrasse, au bord de la piscine, Dalida, c'était toujours un plaisir. C'était toujours... Et il y avait une véritable émotion, on sentait, parce qu'elles se sont connues assez jeunes, elles se sont connues dans les années 50 où elles faisaient des tournées ensemble, elles se sont jamais complètement perdues de vue, et je pense que dans le drame, il ne faut pas résumer Dalida à ce drame, mais dans le drame de Dalida, il y a quelque chose qui faisait écho chez Annie, parce que cette Elle n'avait solitude pas des d'enfant. artistes, voilà. Oui. Alors, ce qui, bon, était quelque chose qu'elle pouvait vivre peut-être différemment, mais de la même manière que Lynn Renaud avec Loulou Gasté, Annie avait son mari, et donc elle n'a pas fait la route seule. Et je pense que c'est ça aussi de se rendre compte que Dalida, elle, a fait cette route un peu plus seule, ou en tout cas avec des hommes qui n'étaient pas forcément ceux qu'il lui fallait, ou qui n'ont pas su la rendre heureuse, ou qui ne sont pas restés. Et je pense que ça résonnait chez Annie. C'est mon interprétation. Alors vous, pour le coup, vous la faites accompagner la route avec Marc-Antoine, votre frère jumeau, qui lui en a fait vraiment son métier. Hein. C'est Oui. devenu un illustrateur à part entière. Et vous avez toujours souhaité rester, vous êtes juriste, vous avez toujours souhaité garder finalement votre métier et puis le faire vous a donné à votre passion du dessin autrement. Pourquoi? Bah, au départ, c'est passe ton bac d'abord. C'est ça au départ. Et puis sur un malentendu, j'ai fait du droit, ça m'a plu, ça voilà. Et ça me permet une chose, ça me permet donc ce travail très structurant. Un travail juridique, c'est quelque chose de très structurant. D'avoir ça, cette partie très structurante avec un bureau, avec alors je sais pas, peut-être la respectabilité qui va avec, j'en sais rien. J'ai pas forcément analysé tout ça. Mais ça me permet également d'avoir la liberté de choisir les gens. Enfin, choisir les gens, il faut encore que c'est mutuel. Hein, là, il faut que de part et d'autre, et l'artiste que je vais pouvoir représenter et moi, on ait envie de ce projet commun. Et ça me permet de travailler au coup de cœur. Comme par exemple, ça a été le cas avec Nana Mouskouri. Oui. Nana Mouskouri, racontez-nous. Nana Mouskouri, à l'ancienne, vous savez, moi je suis un petit artisan à l'ancienne, je viens voir à la Donc sortie vous des êtes allé, spectacles. voilà, c'est ça, lui proposer vos dessins et puis elle dit oui. Un Il faut le faire échantillon. quand même. Hein. Oui. Ça, c'est extraordinaire. Enfin, attendez, ça arrive pas à beaucoup. Hein. Comment vous arrivez à les persuader, ces vedettes, en un quart d'heure, comme vous dites Ah, parfois moins, parfois on ne se croise pas, c'est simplement, je remets un dessin avec mes coordonnées derrière, ça marche, tant mieux, ça marche pas, rien à perdre. Ouais. Donc La ça, c'est plupart du vraiment... temps, ça marche, donc tant mieux. Ça, c'est vraiment un conseil que vous pouvez donner à ceux qui peut-être n'osent pas aller à la rencontre des gens qu'ils admirent. Bon, il faut le talent d'Olivier Coulon, hein, c'est pas simple. Oui, bien hein. sûr, mais évidemment, mais tellement. Non, mais il n'y a rien à perdre. Au pire, c'est une leçon pour aller plus loin. Justement, quand on a parlé de France Gall tout à l'heure, et au départ, nous, on était assez abattus de ce projet qui était, voilà, ça devait être tout un programme illustré par mon frère et moi, et ça n'a pas abouti. Ouais, c'est votre grande déception, ça, quand même. Eh ben non, parce que, alors, je dirais pas que c'est une grande déception, parce que ça a été une très très bonne leçon.
On apprend tellement de ce qui pourrait être des échecs alors que, en fait, on n'était pas prêt. Donc tout ça, ça tombait bien parce que ça nous a préparé pour la suite, pour les autres projets sur lesquels on a pu collaborer ou ensemble ou chacun de notre côté. Les leçons qu'on a pu tirer de cette mésaventure-là, je les applique encore maintenant. Pas que à mon activité artistique, mais ça apprend énormément de choses. Donc il ne faut pas avoir peur de louper. Et Pas avoir peur de aujourd'hui, l'échec. alors le petit enfant que vous étiez, qui dessinait sur les murs et sur les tables de son collège, Les cahiers, qui en les livres. rêvait, voilà. J'en ai saccagé, oui. Qu'est-ce qu'il dirait si, voilà, si vous le rencontriez là aujourd'hui? C'est une vraie question. C'est une vraie question. J'ai toujours imaginé, parce qu'on imagine ça, voilà, le soir, quand l'esprit vagabonde, on peut imaginer ce genre de rencontre. Je me suis plutôt imaginé, moi, parler au petit Olivier de 8 ans et lui dire, calme-toi, c'est bon, ne t'inquiète pas et prends plus confiance en toi. Je pense que c'est ce que j'ai envie de Calme-toi dire. parce qu'il était stressé, inquiet? Un peu, oui, un peu. J'ai toujours été... mais bon, c'est souvent les perfectionnistes. On est un peu chiant là-dessus parce que... Inquiet de ne pas réaliser ses rêves, de ne pas pouvoir les rencontrer, ces gens ou de dont pas être il bon, rêvait. de pas être suffisamment bon. Inquiet de ça. De se dire, bon, ben voilà, là j'ai la possibilité, mais est-ce que je vais être suffisamment bon? Mon frère a l'habitude de dire quand voilà, il commence un dessin, il a commencé son dessin, il le début le satisfait, il dit voilà, maintenant j'ai plein de temps pour le gâcher. C'est toujours le problème, c'est pas une science exacte, hein, surtout quand on crée quelque chose, on reproduit quelque chose qui existe déjà, bon, c'est une chose, mais lui comme moi, on aime apporter une valeur ajoutée. Essayer de créer quelque chose qui n'existe pas, avec des éléments qui existent, mais simplement recopier une photo, ça a très peu d'intérêt parce que bon, voilà, il y a pas d'excitation. Alors que l'excitation, c'est de créer quelque chose qui n'existe pas, mais dont on peut avoir l'impression que, ah oui, bon, ok, là, le personnage existe. Vous vous sentez différent de votre frère? Oui. Ah oui. Je vois pas, on est jumeaux, monozygotes, hein, donc lui mono, moi zygote. Mais je me vois pas comme une copie conforme et j'ai pas l'impression quand je le vois de me voir dans un miroir, pas du tout. En revanche, je pense qu'on est complémentaires. Merci beaucoup Olivier Coulon d'avoir été l'invité Ce fut de un la plaisir, dernière cher de cette Joseph. saison de Fais voir la bête. Merci. Et merci de votre accueil.